Bonjour frères et sœurs africains. Aujourd'hui, nous allons tout droit en Côte d'Ivoire. Ouattara se représente pour un quatrième mandat. Je passerai le relais. Il revient. Je suis le relais. En Afrique, il y a des présidents et il y a des revenants. Des promesses faites devant la nation, puis reniées devant le pouvoir. En 2020, Alassane Ouattara disait, je cite, « Je passerai le flambeau à une nouvelle génération ». Fin de citation. En 2025, à 83 ans, il revient pour un quatrième mandat. Et il ne revient pas seul. Il revient avec une rhétorique où il est sécurité, stabilité, expérience. Mais cette stabilité est-elle un choix ou un chantage? Dans un pays où l'âge médian est de 20 ans, faut-il vraiment 83 ans pour garantir la paix? Faut-il vraiment effacer l'opposition pour gouverner tranquille? Faut-il vraiment enfermer la démocratie pour que les marchés s'ouvrent? Alors, une question pour vous. À 83 ans, Alassane Ouattara est-il revenu par devoir ou par peur de lâcher le pouvoir? Ce n'est pas seulement une candidature, c'est peut-être le coup d'État invisible du XXIe siècle. Chers frères et sœurs, laissez-moi parler du renoncement à la reconquête. Nous sommes toujours en Côte d'Ivoire. Il était monté à la tribune, droit dans son costume d'homme d'État. C'était en mars 2020. Il disait vouloir passer le flambeau à une nouvelle génération. Les Ivoiriens ont applaudi. Le monde a salué. Et enfin, un président africain qui respecte sa parole. Enfin, un exemple. Mais quelques mois plus tard, tout s'effondre. Son dauphin, Amadou Gone Koulibaly, meurt brutalement. Et l'homme qui devait partir revient. Cas de force majeure, dit-il. Et la Constitution, elle s'efface devant le besoin. Et la parole donnée, elle devient une variable. En 2011, il arrive au pouvoir, adoubé par les puissances. En 2015, il se fait réélire. En 2020, il revient malgré lui. 2025, il revient malgré tout. Chaque mandat devient le précédent du suivant. Et chaque promesse un souvenir d'archives. Frères et sœurs africains, à Abobo, une femme âgée tient un portrait de Félix Houphouët-Boigny. À côté, une photo d'Alassane Ouattara. Elle murmure à la caméra. Mon fils est mort pour l'alternance. Aujourd'hui, j'ai 2 tombes. La sienne et celle de ma confiance. Ce n'est pas qu'un président qui revient, c'est un système qui referme lentement, stratégiquement, légalement. C'est ça, les coups d'État invisibles. Quand tout semble en règle, sauf la vérité. En Côte d'Ivoire, on ne déchire plus la Constitution. On la plie discrètement et on s'assoit dessus. Mais comment justifie-t-on un tel virage? Par une arme silencieuse, une arme redoutable, une arme sacrée, la Constitution.
Et c'est là que commence le deuxième, et c'est là où commence la deuxième manipulation. La Constitution en otage. Comment manipuler la loi sans changer de costume? Il y a deux manières de violer une constitution. Je m'explique. Par la force ou par la finesse. En Afrique francophone, on a choisi la deuxième. On ne brise plus la loi, on la redéfinit, on l'interprète et on dit au peuple, ce n'est pas un viol, c'est un message juridique. En 2016, une nouvelle constitution est adoptée officiellement pour moderniser la République, officieusement pour remettre les compteurs à zéro. Le même homme, le même pouvoir, mais un nouveau départ, comme si les temps ne s'appliquaient qu'aux autres. C'est ce que je comprends. Ce n'est pas un coup d'État. C'est un coup d'article. Un coup de plume où les droits deviennent déguisement, où l'expérience devient excuse, où la loi devient alibi du pouvoir. En 2020, Ouattara invoque un cas de force majeure. Mon successeur est mort. Je n'ai pas le choix. Et le peuple, il n'a pas le choix non plus. Et la démocratie, elle non plus. En 2025, il revient sans excuse, juste une affirmation. La Constitution me le permet. Ce n'est plus une consultation. C'est une reconduction. Eh bien, prenons quelques références comparatives. Nous voyons Biya l'a fait, Sassou l'a fait, Museveni l'a fait, et maintenant Ouattara le fait. Pas avec brutalité, mais avec élégance. Et dans les salons diplomatiques, l'élégance compte plus que l'éthique. Quand un président devient l'unique interprète de la Constitution, la démocratie devient un monologue. Croyez-moi, mes frères et mes sœurs. Mais une fois la loi maîtrisée, que reste-t-il à dominer? La scène politique elle-même. Et pour régner sans partage, encore faut-il être seul dans l'arène. Voici comment Ouattara a vidé le ring avant même le combat. Mes amis, mes chers frères et sœurs, l'opposition muselée ou exclue. L'art de régner seul sans avoir l'air de tricher. Que dire? Une vraie démocratie, c'est une compétition avec des adversaires, des idées, du débat. En Côte d'Ivoire, on a gardé la façade. Mais dans l'arène, il ne reste plus que le lion. Les autres, écartés, éloignés, éliminés. Et si vous me permettez, je peux même parler d'une opposition effacée, pas battue. Laurent Gbagbo, écarté. Tidjane Thiam, rayé. Henri Konan Bédié, éteint. Simone Gbagbo, tactiquement ignoré. Jean-Louis Billon, invisibilité. L'opposant utile, cooptation politique. KKB, Kwadio Kokan Bertin, seul candidat autorisé en 2020 face à Ouattara. Résultat,
1,99% de voix. Quelques mois plus tard, il est nommé ministre, puis ambassadeur. Ce n'est pas une opposition, c'est une promotion. Une opposition décorative. Quand vos adversaires deviennent vos employés. Ce n'est plus une élection, c'est une réunion des services. Je pense que nous sommes d'accord sur ce point-là. Poitiers, 2020. Un jeune militant pro-Gbagbo est arrêté en pleine campagne. Il dira à sa mère au tribunal, « Je voulais voter, ils ont préféré m'effacer. » Il avait 22 ans. 2 ans plus tard, il sort. Mais sans carte d'électeur. Aujourd'hui, il dit, « Je suis libre dehors, mais prisonnier dans mon propre pays. » Ce n'est pas la victoire d'Ouattara qui dérange. C'est l'absence de combat. L'opposition n'est pas battue. Elle est neutralisée par la justice, par l'exclusion, par le chantage, par l'usure. Alors, une démocratie sans opposition est un théâtre sans spectateurs. Mais pour justifier tout cela, il faut un récit, un mot magique, une formule sacrée, stabilité. C'est ainsi qu'on transforme le verrouillage en vertu et la peur du changement en politique d'État. C'est de cette façon-là que les choses marchent. Dans la politique des tricheurs, la tentation du culte des stabilités, développement contre démocratie, quand l'autoroute masque l'autoritarisme ou encore l'autoritarisme, voilà. Alors, quand un peuple réclame le changement, certains lui promettent le béton, des ponts, des routes, des gratte-ciel. Et quand il demande justice, on lui répond stabilité. Comme si le silence valait la paix. Comme si la croissance économique remplaçait les urnes. Le mythe du père bâtisseur. Alassane Ouattara n'est plus un président, il est devenu un récit. C'est lui du champion du développement ivoirien, le seul, dit-on, capable de garder le navire stable, le seul à pouvoir parler aux bailleurs, le seul à pouvoir maîtriser l'inflation, la monnaie, la sécurité. Une Côte d'Ivoire sans Ouattara? Inimaginable selon ses partisans. Intenable selon ses communicants. Inacceptable selon ses stratèges. C'est ce qu'ils nous disent. Le développement est devenu une arme politique. On l'utilise comme argument utile. Tu veux voter? Regarde la route. Tu veux débattre? Compte les kilomètres de bitume. Mais dans ce contrat tacite, la démocratie est reléguée au second plan, car ce n'est plus un pouvoir issu du peuple, c'est un pouvoir validé par les marchés. Quand un président construit plus de routes que des libertés, ce n'est pas un bâtisseur, c'est un verrouilleur. Vous me comprenez, mes chers frères et sœurs?
Je peux encore faire une comparaison stratégique si vous voulez bien. Le président Kagame au Rwanda, on parlait de modernisation autoritaire. Ici en Égypte, on nous parlait de méga-projets et de répression. Déby Père au Tchad, on parlait de stabilité militaire déguisée en paix. Ces modèles séduisent. Ils rassurent les chancelleries, mais ils tuent l'alternance. Ils figent la politique et ils construisent des nations où le progrès roule sur une démocratie à plat. Et pendant que les routes s'élargissent, que les tours montent, une autre force s'était, une force plus puissante que l'opposition, plus lourde que la Constitution. C'est le silence de la communauté internationale. Et ce silence est un feu vert. Mes amis, mes frères et sœurs, le silence international est-il une bénédiction invisible? Ceux qui savent, mais qui se taisent. En Afrique, le pouvoir dure. Non pas parce que les peuples le veulent, mais parce que les puissances les tolèrent. Il y a des dictatures hurlantes et des républiques policées, des coups d'État militaires et des coups d'État diplomatiquement validés. Celui de 2025, il ne se fera pas avec des armes, il se fera avec des sourires et du silence. L'Occident qui observe, mais n'agit pas. En 2020, malgré un troisième mandat controversé, aucune condamnation sérieuse. L'ONU a pris note. L'Union européenne a encouragé le dialogue. La France, rien. Washington, rien. Tout le monde sait. Mais personne ne bouge. Pourquoi? Parce que Ouattara rassure. Et dans le langage diplomatique, rassurer vaut mieux que respecter. C'est que vaut la stabilité ivoirienne pour les puissants. Une base militaire française à Abidjan. Un port stratégique pour la sous-région. Un pays modèle pour le FMI. Un garant contre les djihadismes sahéliens. Et surtout, les plus gros producteurs de cacao du monde. Voilà pourquoi Alassane Ouattara est intouchable, il est utile, prévisible, opérationnel. Il rassure les marchés et fait taire les peuples. Il n'a pas besoin d'être démocrate. Il lui suffit d'être docile. Eh bien, le vrai maître du jeu, c'est ceux qui disent que voilà, la stabilité militaire, c'est nous qui la contrôlons et les réseaux. Et là, on parle de la France. Et ici, je parle des réseaux franco-africains. Il y a ceux d'autres que j'appellerais le FMI et l'Union européenne qui nous parlent toujours des chiffres de croissance. Quand on parle des chiffres de croissance, cela est égal au permis de régner. Les États-Unis, alliés stables face au coup d'État sahélien. Les multinationales nous parlent du cacao, du caoutchouc, du pétrole. Et quand on parle de tout cela, ça signifie marché protégé. Ce n'est pas Ouattara qui a besoin de leur soutien. C'est eux qui ont besoin de son immobilité. Car tant qu'il reste, les intérêts restent. Et tant qu'ils verrouillent, eux prospèrent. Mes amis, chers frères et sœurs, la démocratie en Afrique n'échoue pas toute seule. Elle échoue sous les applaudissements silencieux de ses parrains.
et les choses sous les applaudissements silencieux de ses parrains. Mais pendant que les grandes puissances regardent ailleurs, une autre puissance monte, silencieuse, nombreuse, exclue. C'est la jeunesse. Et ici, je parle de la jeunesse ivoirienne. Et ce qu'on lui fait aujourd'hui décidera ce qu'elle fera demain. Notez cela. Ce qu'on fait de cette jeunesse aujourd'hui décidera ce que cette jeunesse fera demain. Le piège générationnel, quand ceux qui ont gouverné hier bloquent ceux qui doivent construire demain, on dit que l'Afrique est jeune. C'est vrai, mais qui parle au nom de cette jeunesse? Qui la représente? Qui lui donne le pouvoir d'agir, de décider, d'espérer? Pas ceux qui ont 83 ans, pas ceux qui reviennent quand ils avaient promis de partir. Quelque chose me traverse le cerveau. La fracture générationnelle ivoirienne. En Côte d'Ivoire, l'âge médian est de 20 ans. 2 Ivoiriens sur 3 n'ont jamais connu qu'un seul président actif dans leur vie. Et pourtant, en 2025, c'est lui qui revient à plus de 4 fois leur âge. Il dit « ma santé me permet ». Mais la question, c'est la jeunesse. Le permet-elle encore? Je vais vous donner une anecdote. J'ai parlé avec Yopougon en 2023. Et il y a aussi Yopougon 2023, pardon. J'ai parlé avec Alain. C'était Alain, oui. Alain qui avait 27 ans. Diplômé en économie. Il vit chez ses parents. Malgré 3 stages non payés, il dit « Je suis né sous Houphouët-Boigny. J'ai grandi avec Gbagbo, mais je n'ai voté que pour Ouattara. Une seule fois. Et depuis, il est toujours là. » Alain n'est pas contre Ouattara. Il est contre l'idée qu'on ne puisse rien espérer d'autre. Le 4e mandat. Ouattara n'est pas qu'une prolongation. C'est une usurpation générationnelle. Il ne bloque pas seulement les opposants, il ferme la porte à toute une jeunesse. Il envoie un message clair. Tu peux être brillant, mais tu ne gouverneras pas. Pas maintenant, pas ici. Quand les anciens ne cèdent rien, la jeunesse n'apprend plus à voter. Elle apprend à contourner ou à fuir. Je vais vous donner une petite lecture spirituelle, si vous voulez bien, et prophétique aussi. Proverbe chapitre 20, verset 29, pour ceux qui lisent la Bible. La gloire des jeunes, c'est leur force, et l'honneur des vieillards, c'est leur expérience. Et il y a aussi le Coran qui nous dit dans Sourate 30, 54, c'est Allah qui vous a créé dans la faiblesse, puis vous a donné la force après faiblesse, puis vous a rendu faible et vieillard. Ma traduction, chaque génération a son cycle. Empêcher ce cycle, c'est défier l'ordre du temps. Et quand on bloque une génération, on fragilise toute une nation. Car ceux qui commencent comme une reconduction peut finir en explosion. Et les répercussions d'un 4e mandat dépassent largement les frontières ivoiriennes.
Conséquences géopolitiques. Un mandat de plus pour Ouattara, mais peut-être un mandat de trop pour l'Afrique. Une candidature peut bouleverser un pays, mais un quatrième mandat, il peut faire trembler toute une région. Car un président qui refuse de partir oblige tout un continent à rester immobile. CEDEAO, l'autorité qui prêche ce qu'elle ne pratique plus. Mali, Guinée, Burkina Faso, Niger, 4 coups d'État en 4 ans. Et face à eux, la CEDEAO menace, sanctionne, exclut. Mais en Côte d'Ivoire, rien. Pas de sanctions, pas de condamnation. Pourquoi? Parce que le putsch est constitutionnel. Et ça, c'est plus dangereux encore, parce qu'il est invisible et légitime. Et légitimé. Quand la CEDEAO tolère le 4e mandat civil, elle perd le droit de condamner le premier mandat militaire. Je peux vous donner un rappel des violences en 2020. Cela est égal à un avertissement pour 2025. En 2020, 87 morts, 484 blessés, arrestation, CNT dessous. Et en 2025, si Gbagbo, Thiam, Simone ou Bion sont écartés, qui contiendra la colère? Une nouvelle explosion politique pourrait non seulement secouer Abidjan, mais aussi déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. Les tensions internes deviendraient un choc régional. Le signal envoyé aux autres régimes autoritaires. Mes amis et chers frères et sœurs, à Lomé, Cotonou, Yaoundé, Djamena, ils observent, ils prennent note. Si Ouattara réussit un 4e mandat sans chaos, ce sera un précédent, un modèle, un faveur. Ça, je vous l'assure. En Afrique, un homme qui s'accroche au pouvoir en inspire 10 autres à ne jamais le lâcher. La démobilisation politique des jeunes en Afrique francophone. Dans les campus, les rues, les salons, une question revient. Pourquoi voter? Et quand ce doute s'installe, la démocratie devient un décor et les jeunes deviennent des exilés intérieurs ou des candidats au départ. Le drame ivoirien devient un avertissement continental. Alors, quand on prolonge l'ancien, on tue le possible. Et un continent sans possibilité devient une bombe lente, une bombe silencieuse, jusqu'au jour où elle explose. Car ce 4e mandat n'est pas qu'un choix personnel, c'est un test pour les institutions, pour le peuple, pour l'Afrique elle-même. La Côte d'Ivoire retient son souffle, ça c'est vrai, mais qui soufflera la vérité? En conclusion, laissez-moi parler de l'illusion du devoir, la réalité du verrou. Si vous me permettez,
83 ans, 3 mandats, 2 constitutions, des promesses prononcées, puis retournées. Les opposants exclus, puis remplacés par le vide. Des peuples oubliés, puis invités à applaudir. Et au centre de tout cela, un mot, stabilité. Ce que l'histoire retiendra peut-être qu'un homme a refusé de partir, qu'un peuple n'a pas osé lui dire non, que des puissances l'ont encouragé à rester et que la démocratie a été enterrée sous un tapis de bitume. Comme citation d'aujourd'hui, malheur à ceux qui prononcent les décrets iniques, à ceux qui rédigent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple. Ésaïe chapitre 10, versets 1 et 2. Et si je parcours encore le Coran, sourate 42, 38, et ceux qui répondent à leur Seigneur accomplissent la prière et dont les affaires sont conduites par concertation entre eux. Permettez-moi encore d'interpréter ça. Quand le pouvoir se fait sans concertation, sans limitation, sans transmission, il devient une offense à l'ordre divin. Alors, ma phrase finale est pour aujourd'hui. Quand un homme refuse de partir, ce n'est pas seulement la démocratie qu'il enterre, c'est toute une génération qu'il emprisonne. À vous maintenant. Pensez-vous que le retour d'Alassane Ouattara est un devoir patriotique ou un verrouillage du pouvoir? Répondez dans les commentaires avec pour où il doit passer la main, pour il garantit encore la stabilité, pour ce 4e mandat est un danger pour l'Afrique. Et mon dicton d'aujourd'hui, en Afrique, les palais ne tombent pas toujours sous les balles, mais sous le poids de la parole trahie. Et parfois, le trône tombe, pas pour un homme, mais pour l'espérance d'un peuple. Ça, c'est le dicton de Afrique sans masque pour ce programme. Merci beaucoup, chers frères et sœurs, pour votre temps. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, faites parvenir le message aux autres et ensemble, nous nous reverrons encore dans les prochains jours. C'était la voix de Odon Boulamba. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et prochaine. Au revoir et à la prochaine. Merci.